On va commencer par Carl Olive et ce superbe livre, les carnets secrets de Michel Hidalgo, hein, qui est sorti il y a quelques jours. Carl, expliquez-nous un petit peu comment est venu ce projet de récolter et de relater ces kilos de causeries du sélectionneur. D'abord, je suis très heureux d'être avec vous sur le plateau de TV Phil. Je crois pouvoir dire que Michel Hidalgo est un homme vrai, celui qui met ses actes en face de ses mots. En 1978, il est arrivé à la tête de cette équipe de France, en Argentine, et il a réussi à un petit peu créer la surprise contre l'Italie, ensuite contre l'Argentine. Et puis en 1982, il y a eu effectivement ce France-Allemagne, on va peut-être reparler. Et puis je crois que Michel Hidalgo, il a tout simplement créé le socle un petit peu de notre Coupe du Monde 1998 avec des valeurs. J'ai un rugbyman à côté de moi et on sait ce que représentent les valeurs dans le monde de l'Ovalie. Mais effectivement, il y a des valeurs et il y avait la tête et les jambes et pas seulement les jambes à l'époque. Vous parlez de valeurs, ces valeurs, c'est un peu la responsabilisation des joueurs, c'est ce qu'on peut lire dans le livre, cette autogestion presque qui serait quasiment impossible aujourd'hui avec la génération actuelle. Je crois que tout est possible. D'ailleurs, Didier Deschamps, pour ne pas le nommer, a commencé à mettre en place un petit peu de faux semblants comme Michel Hidalgo aimait à les mettre en place au début des années 80. 1982, pour ceux qui se souviennent de cette compétition, je dirais que c'est presque l'été indien pour le football. On découvre la cote d'amour des footballeurs français avec un pays. Il y a une disette depuis 1958 et la Coupe du Monde en Suède. Il n'y avait pas eu vraiment de Coupe du Monde de héros français. C'est arrivé en 1980. Fontaine, hein, c'est ça. Exactement, Fontaine et Coppa. C'est arrivé en 1982. Et puis Michel Hidalgo, à l'époque, préparait avec minutie toutes ces causeries. Il se trouve que j'ai eu la chance de rencontrer Michel Hidalgo pour un premier ouvrage en 1984 et puis ensuite en 2004. Et j'ai proposé à Michel de ressortir ces causeries. Et de façon banale, il m'a dit viens dans mon grenier, j'en ai quelques pages. Il en avait 5 kilos. Voilà, donc il n'y a pas 5 kilos de causeries dans l'ouvrage. Mais enfin, voilà, c'est une approche un petit peu différente. Et surtout, je dirais qu'elle est très moderne 30 ans après. Et on voit des images qui ne font pas forcément plaisir à tous les amoureux de football. On en reparlera de ces images, on les reverra encore tout à l'heure. Votre amour du football a débuté quand? C'était 82? Ça a commencé avant? Écoutez, moi je suis issu d'une famille nombreuse, on était 8. Les 8 frères et sœurs ont joué au football. Tous les frères ont voulu être footballeurs professionnels. Il n'y en a qu'un qui a réussi, c'est ma sœur, qui est internationale. Et voilà, donc quand vous êtes 8 dans une famille, on tape dans le ballon dès le plus jeune âge. Et comme je disais à Anthony en préparant l'émission, je crois pouvoir dire que 1982, je suis capable de vous donner les compositions d'équipe, de vous donner tous les matchs, parce qu'à l'époque, c'est 13 ans, et puis ça imprime quelque chose. Les années 80, c'est le disco, c'est la boom, c'est tous ces moments-là. Pour les footballeurs, c'est la Coupe du Monde 1982, c'est le match France-Hollande avec le coup franc de Michel Platini en novembre 81, et puis c'est la reprise de volée de Marius Trésor qui nous fait l'amabilité de faire la préface de ce bouquin. Incollable sur le football. On aurait dû préparer un quiz. Exactement. Et au-delà de ces carnets secrets, de ces causeries que vous relatez, il y a aussi des portraits de joueurs, les joueurs clés de cette compétition, cette Coupe du Monde espagnole, comme Dino Zoff, hein, le plus vieux champion du monde, Rossi, l'Italien, Roubesch, l'Allemand, le fameux attaquant allemand qui marquait plus de 50% de ses buts de la tête. Et ça aussi, ça rend encore l'ouvrage un peu plus riche. Hein. Ben oui, pourquoi Anthony? Parce que des jeunes comme vous, qui n'étiez pas nés en 1982, c'est... Moi j'étais né, mais bon. Vous n'étiez pas très vieux alors. Pas très vieux, mais j'ai quelques souvenirs quand même de la période. Oui. C'est important de recamper le décor. Parce que 1982, on est dans une période post-franquiste et on va s'apercevoir qu'il y a vraiment un côté très rigoureux dans la compétition, l'organisation de cette compétition en Espagne. Il faut savoir qu'à cette époque-là, il y a des prisons au sein même des structures. Et j'en veux pour preuve que le match contre nos amis koweïtiens, France-Koweït, l'après-midi même, il y a un supporter français qui a été emprisonné. Et c'est Michel Hidalgo soi-même qui est allé, entre guillemets, le délivrer. On est dans une période très rugueuse, post-franquiste. Et puis derrière, on est encore dans une période où je dirais il y a la liberté de mouvement, il y a la liberté de jouer. Les protèges tibias ne sont pas obligatoires. Quand on dit ça aujourd'hui, ça paraît totalement surprenant. C'est pas obligatoire. Oui, les chaussettes étaient retroussées à cette époque. Voilà, exactement. Et puis vous verrez dans le DVD qui est accolé au bouquin qu'il y a des shorts qui sont vintage, qui sont très moulants. Ça va plaire aux demoiselles. C'est des choses un petit peu particulières. J'en ai encore plein d'émotions parce que raconté par Michel Hidalgo, c'est vraiment un grand monsieur du football avec des valeurs avec un grand V. Quand vous vous remémorez tous ces moments-là, quand vous discutez avec Michel Hidalgo aussi, vous avez un regret de voir qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément les mêmes valeurs qui prédominent? J'ai un regret, c'est qu'à 3-1 contre l'Allemagne en 1982, on est en finale. Et qu'à l'arrivée, on joue la finale de la 3e place. Non, le regret aujourd'hui, c'est, je crois, de ne pas mettre en place un socle de valeurs. Je le dis
au moment où Didier Deschamps, la première conférence de presse, nouveau sélectionneur de l'équipe de France, à l'été dernier, a dit « Moi, ce qui m'intéresse, voilà, c'est les valeurs. Je peux avoir un très bon joueur, si vraiment il n'a pas les valeurs qu'on met en place dans le groupe France, alors il sera mis de côté. » Voilà, ça, je trouve que c'est un bon point. Et ça nous rappelle un petit peu ce que faisait Michel Hidalgo. Je pense que Laurent Blanc s'est fait tuer par des joueurs qu'il avait lui-même imposés en équipe de France, parce qu'il n'y avait pas de respect. Et puis, tout simplement parce que les règles, comme on en parle souvent dans le rugby, les règles n'ont pas été mises en place avant le début de la compétition, avant la saison, avant la vie d'un groupe. Vous êtes dans le jeu ou vous êtes hors du jeu. Et jusqu'à présent, malheureusement, après, je dirais 1998, c'est là où on s'aperçoit qu'il faut un sélectionneur qui soit vraiment un patron et aussi un homme, ben, il n'y a pas eu ces règles qui ont été mises en face des décisions qui étaient prises. Vous n'êtes pas venu là ce soir juste à ce titre-là en tant que conseiller général, mais vous êtes conseiller général. Est-ce que les politiques ont une responsabilité aussi sur ça? Est-ce qu'ils peuvent faire changer les choses et impulser? On a aussi vu des ministres prendre position pendant les dernières Coupes du Monde sur certaines attitudes de joueurs. Bien sûr qu'ils ont une responsabilité, bien évidemment, parce que le football professionnel commence ici au bord des terrains à Saint-Quentin-en-Yvelines, commence là à Poissy où je suis, avec tout simplement de la part des acteurs locaux, de la part des dirigeants, de la part des éducateurs, des règles de vie. Le sport, c'est l'école de la vie. Le football, c'est l'école de la vie, c'est le sport le plus populaire en France, surtout qu'il reste populaire et qu'on continue à le montrer dans les journaux, à la télévision, comme vous le faites si bien ici à TV Fil, dans des moments où on voit des gamins en action. Et arrêtons d'occuper la place des faits divers. Et comme le dit Michel Hidalgo à me donner dans une causerie, être sélectionneur, être entraîneur, c'est faire des choix et donc exclure au final. Et chose que peut-être les sélectionneurs récents, c'est peut-être pas le cas de Didier Deschamps, mais ne le faisaient plus assez en tout cas. Michel Hidalgo aussi, Anthony, prête à Diderot cette belle formule, et je crois qu'elle est importante, le dialogue est la manière la plus instructive de la vie. Bah, sans dialogue, on ne peut pas faire grand-chose. C'est comme au foot, quand on ne fait pas de face, il vaut mieux faire du jockey. Et on ne peut pas évoquer évidemment cette Coupe du Monde 82, vous en parliez tout à l'heure, sans ce fameux match France-RFA, puisque c'était la RFA à l'époque, cette demi-finale perdue, digne des plus grandes pièces de théâtre qu'on puisse imaginer. On mène 3-1, les Bleus mènent 3-1, et puis on se fait remonter, et puis derrière cette élimination, et puis ce match pour la 4e place qui n'a plus de saveur au final. Michel Platini dit que sa plus belle victoire de sa carrière, c'est la défaite contre la RFA en 1982. Je crois qu'il a raison. Il y a eu un avant RFA, un après RFA. Je pense que l'équipe de France a une cote d'amour exceptionnelle, phénoménale après ce match-là. Et c'est vrai qu'à la 108e minute, on menait encore 3-1 et qu'on était en finale. C'est Marius Trésor qui dit cela. C'est le moment le plus heureux de sa carrière. Et ce match, c'est le jour le plus triste de sa vie. Jusqu'à ce moment-là. Voilà, exactement. Et voilà. C'est cette fameuse action du gardien Schumacher. Voilà. On dirait presque une action de rugby. Les causeries, vous les conservez, Philippe, vous, en tant qu'entraîneur Je conserve un certain nombre de cahiers avec les notes qui sont prises après chaque rencontre, et je m'y réfère de temps en temps. Ça peut être utile, c'est vrai. Mais j'en ai pas 5 kilos. C'est la grande exception de Michel Hidalgo. Merci beaucoup, Karl, d'être venu sur le plateau. Et puis, très beau livre à lire, les carnets secrets de Michel Hidalgo. Anthony, vous avez bouquiné toute la journée, je vous ai vu à votre bureau. Voilà, il y a des anecdotes géniales et puis beaucoup de secrets du vestiaire. Merci beaucoup, Karl, de votre venue. Merci. On va passer au Trophée des Champions qui s'est déroulé, cette traditionnelle soirée qui s'est déroulée mercredi dernier à Versailles, qui mettait à l'honneur tous les athlètes yvelinois qui ont brillé pendant cette saison 2012. C'était aussi l'occasion pour les sportifs de se retrouver et de se lancer vers d'autres défis comme les JO de Rio en 2016, un sujet réalisé avec Élodie Moine. Alerte à la concentration de champions au mètre carré mercredi soir dernier à Versailles. Sport scolaire et fédéral, les athlètes du département ont glané 68 titres nationaux cette saison et 11 Yvelinois ont participé aux Jeux Olympiques. Cette soirée des champions, c'était aussi l'occasion de saluer l'investissement du département qui doit surtout continuer ou s'améliorer au profit des jeunes espoirs. Je sais que dans les Yvelines, il y a beaucoup de sportifs et des sportifs qui pourraient être de meilleur niveau s'ils étaient mieux accompagnés. Donc là, petit clin d'œil, les subventions sont toujours les bienvenues parce qu'il y a vraiment de quoi faire dans les Yvelines. Ce sont ces jeunes athlètes qui doivent prendre la relève à l'horizon des Jeux Olympiques à Rio en 2016, comme l'escrimeur trappiste Cédric Nkene, champion de France junior au fleuret, ou Léonie Perriot, championne du monde junior de triathlon. En attendant, avec cette cérémonie, le chapitre JO 2012 est définitivement clos. On commence à réaliser effectivement qu'on a réalisé l'un de ses plus gros objectifs.
Un rêve même quasiment, on va dire, parce que je pensais vraiment pas aller aux Jeux de 2012. J'avais l'objectif d'aller aux Jeux en 2016, donc j'ai pris un peu d'avance sur l'objectif. Donc on en profite pour se refixer des objectifs un peu plus hauts et viser 2016 avec cette fois-ci une belle performance là-bas. Les joueurs du Paris Saint-Germain, Christophe Jallet et Néné, ont remis les trophées aux athlètes. Une soirée qui a dû leur changer les idées après l'élimination la veille en Coupe de la Ligue.